Personne l'a fait, donc je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de Michel Petit. Alors, j'ai trouvé aucune vidéo YouTube sur cet homme. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai presque rien trouvé sur lui. Alors, je fais une vidéo sur Michel Petit et son ouvrage tout particulièrement, Montre-moi ton corps, je te dirai qui tu es. Alors, c'est un ouvrage qui est paru en 1986 où Michel Petit, donc c'est un anthropologue, un psychothérapeute et un philosophe autodidacte, où il aborde le corps sous un angle assez général et sous plein de facettes différentes. Alors, ça, sûrement, c'est très utile pour Sciences Po. Je pense vraiment que ceux qui passent le concours et qui tomberont sur cette vidéo, ils auront un avantage comparatif sur les autres. Parce que si il n'est pas connu, il est nulle part, il n'a pas de page Wikipédia. Et du coup, j'ai réussi à diviser ça en cinq catégories différentes. Voilà. Cinq grandes parties. Donc la première, c'est le fait que le corps, c'est la vitrine de l'être. Donc ça peut un peu renvoyer aussi à la philosophie de Merleau-Ponty quelque part, mais c'est le fait que le corps, il reflète nos émotions, notre histoire et notre manière de penser. Elle se voit à travers notre corps, donc ça, il le détaille plus dans son livre. Et il dit en fait aussi que le corps, c'est un langage silencieux et c'est un outil d'expression de nous-mêmes et de notre identité intime. La façon dont je me coiffe, la façon dont je m'habille, etc. Intimement, c'est un outil d'expression de moi-même. Il dit aussi que chaque mouvement, chaque posture, chaque geste, ça révèle des choses sur moi, sur mon être, sur qui je suis mais sur qui je suis réellement. Et souvent, en fait, le corps, il est bien plus authentique et bien plus vrai que nos mots. Avec nos mots, on peut mentir, mais avec le corps, on peut pas mentir. Et ça renvoie, en fait, le fait de réfléchir au langage corporel, à comment ça fonctionne. Et souvent, en fait, c'est le corps qui nous trahit. Quand quelqu'un il est stressé, par exemple, physiquement, ça se voit. Il va peut-être trembler. Ou si quelqu'un qui est anxieux souvent, par exemple, il va se ronger les ongles, etc., etc. Il dit aussi, donc là c'est la deuxième partie, que le corps, c'est une mémoire. C'est-à-dire que notre corps, il conserve des traces de notre existence tout au long de notre vie. Et il témoigne de nos expériences pour nous. Donc à travers, par exemple, les cicatrices, les gestes répétitifs qu'on a fait dans notre vie, les rides même. Les rides, en fait, notre corps, il témoigne pour nous donc de notre vécu. Un blessé de guerre qui va avoir une cicatrice comme ça sur son torse, toute sa vie, ça va lui rappeler les horreurs de la guerre. Ou quelqu'un qui se fait fouetter toute sa vie, ou même quelqu'un de normal. Regardez, j'ai une cicatrice ici, là. Cette cicatrice, je me la suis faite en me cognant et ça, elle est là, elle reste ici. Et c'est un témoin et ça reste un témoin du fait que je me suis cogné un jour et qu'un jour, je me suis ouvert l'arcade. Voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Et donc, le corps est une mémoire, en fait, de notre vécu. Ça, je le mets en lien avec le livre de David Le Breton, qui est sorti en 2024, qui s'appelle Cicatrice, où David Le Breton, il aborde justement sous plein d'angles différents le rôle des cicatrices sur le corps et l'importance qu'elles ont, que ce soit donc dans le handicap, dans la mutilation, dans le souvenir, dans la sublimation. Bref sous plein d'angles différents. Ça rejoint toujours aussi ce que dit Merleau-Ponty quand il dit que en fait, le corps, c'est la porte d'entrée de notre expérience au monde parce que la mémoire du corps, c'est par le corps en fait qu'on vit le monde. Et voilà, en fait, je suis pas en train de me perdre. Ça peut aussi rejoindre ce que dit Anzieux avec le moi pauvre. Enfin bref, là, je vais pas trop. On reste sur Michel Petit aujourd'hui. Il parle en troisième partie, du corps qui est soumis aux normes sociales. Parce que donc on a un corps naturellement, donc biologique, deux bras, deux jambes, donc qui se distingue pas trop. Mais avec les civilisations, les cultures, la société, le corps change. Donc à part la manière dont nous agissons, dont nous tenons, elle est marquée par des codes sociaux qui sont propres à notre société, qui sont propres à la culture dans laquelle nous sommes issus. Et idem par exemple pour les modèles de beauté qui changent en fonction des époques, des fois en fonction des décennies même. Et donc ça, c'est canon de beauté, ces critères, ça c'est culturel, c'est quelque chose de sociétal et qui va nous pousser à changer notre corps, changer notre façon d'être, ou même notre façon en fait de nous percevoir et donc comment nous percevons
nous-mêmes. Par exemple, si demain avoir un mono-sourcil, ça devient la mode, ça devient le top du top du critère de beauté, eh bien, moi, comme j'ai pas de mono-sourcil, je vais commencer à mal me voir. Et je vais vouloir avoir un mono-sourcil. Et donc ça, c'est culturel. Sur ça, vous pouvez avoir plein d'exemples dans votre copie. Avec le fait que, bah, par exemple, en fonction des différentes cultures, les cultures berbères, par exemple, ils se faisaient des tatouages sur les bras, par exemple, sur les avant-bras. Ou sinon, les différents piercings. James Cook, c'est en Australie qu'il a trouvé le tatouage et qu'il l'a rapporté en Occident. Et donc ça, c'est des choses qui sont culturelles. Et aujourd'hui, bah, le tatouage, ça existe en Occident. 5%, non, oula, qu'est-ce que je dis? Un Français sur 5 est tatoué en 2025. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est culturel. Naturellement, le premier homme, il s'est pas levé en se disant, ah, je vais me tatouer de l'encre à vie sur moi. Enfin bref, il parle aussi du coup, pour continuer, donc là on rentre dans la quatrième partie, que bah, le corps, il construit en fait notre identité sociale, parce que pour Michel Petit, le corps c'est un moyen avant tout de communication dans un environnement social. Les individus avec leur corps ils communiquent, ils font passer des messages. Le corps il a son propre langage quelque part, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est moi qui fais le découpage, donc des fois je peux me répéter un petit peu, mais c'est parce que j'essaie de faire une fiche bien cadrée. Donc, on modifie par exemple notre posture, notre façon de parler, notre habillement, nos expressions faciales pour répondre à des attentes sociales. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je porte un sweat, je m'en fous, je suis dans ma chambre. Mais je vais à un entretien d'embauche, je vais m'habiller décemment, je vais mettre une chemise, je vais peut-être même mettre un costume. À un mariage, je vais mettre un costume. À un enterrement, je vais mettre un costume noir. Et c'est culturel aussi, pas dans toutes les cultures, on met un costume noir à l'enterrement. Des fois, on met du blanc, des fois, on n'en met pas. Et en fait, le corps, donc c'est un moyen de communication, on communique des messages, et on essaie de correspondre à l'environnement social. Si je suis invité à un dîner, un repas chez quelqu'un, par exemple, je vais me tenir droit, je vais pas mettre des coudes sur la table, je vais avoir des manières et toutes ces règles d'étiquette qui sont des outils de distinction sociale quelque part. Ça rejoint ce que dit Bourdieu dans bah, la distinction, justement, avec l'idée d'habitus aussi. Et donc, il veut aussi, mais sauf que Michel Petit, en fait, il insiste aussi sur le fait que bah, il y a des pressions sociales qui peuvent créer des tensions internes entre notre identité personnelle et notre identité sociale. On a deux identités, l'identité qu'on a nous-mêmes et l'identité sociale. Ça renvoie aussi à la théorie des trois masques, on n'est jamais vraiment nous-mêmes, etc. Bref. Et donc, en fait, on met en place des stratégies de résistance, justement, pour pouvoir être nous-mêmes, ou des stratégies de résistance dans le sens où, en fait, on va jamais être vraiment nous-mêmes, on va porter un masque constamment. C'est le fait de l'idée de mettre un masque socialement, vous voyez, en public, on est rarement, à part quand on est seul, on est rarement nous-mêmes. C'est-à-dire que là, je parle, je m'adresse de façon dynamique à vous, j'essaie d'être le plus sincère possible, mais après, je suis pas là pour parler de moi. Mais on porte toujours un masque. C'est ça, ça ce qu'il veut dire. Et stratégie de résistance aussi, vont à l'opposé. C'est-à-dire que socialement, il y a des personnes qui vont faire exprès de se démarquer ou de correspondre à leur identité personnelle. Par exemple, la transidentité, elle rentre dans ce prisme-là, justement. Parce que bah, c'est des personnes qui, leur identité personnelle et leur identité sociale et leur corps ne correspondent pas à la base. Aujourd'hui, fort heureusement pour ces personnes-là, elles peuvent faire de la chirurgie, prendre des hormones et se sentir mieux dans leur corps. Mais ça a été très difficile. Idem pour la mode. Il y a des personnes qui s'expriment réellement à travers la mode, à travers l'habillement, et pour eux, c'est une extension de leur enveloppe corporelle. Euh, et donc pour finir, le cinquième découpage que j'ai fait, c'est que le corps, c'est un champ de lutte. C'est un champ de lutte dans le sens où bah, en fait, il peut être vu comme un espace de résistance où on affirme nos libertés. Donc là, c'est tous les types de militantisme qui sont faits par le corps. Donc les fémènes, par exemple, lutte LGBT, le mouvement Black Lives Matter, là, très, très intéressant. Et sinon, le simple fait de faire un blocus, de faire grève, donc c'est un usage de son corps au final pour protester. Et donc, c'est là où Michel Petit veut en venir.
Donc là, j'ai énoncé toute une liste de choses, d'arguments, d'exemples qui peuvent être très utiles. Donc notez-les pour votre dissertation. Voilà, ça peut être intéressant. Juste, moi, quand j'ai découvert Michel Petit, je me suis dit, mais on peut le citer partout, c'est incroyable. Parce qu'il faut faire gaffe, parce qu'en le citant partout, on se retrouve vite avec des problèmes. Mais c'est intéressant, en fait, parce que souvent, on a des exemples. Donc on se retrouve à faire le plan, on a des exemples, mais on sait pas trop comment les alimenter. Et là, Michel Petit, il arrive. C'est que là, j'ai, par exemple, j'ai l'exemple de la transidentité, etc. Michel Petit, je peux citer Michel Petit, ça rentre. Ça rentre. Ça fait toujours ça, en plus, dans la copie. Après, faut pas en abuser. Et toutefois, en fait, c'est important de souligner aussi que cet ouvrage, il est paru en 86. Et donc, il n'aborde pas les thèmes comme bah, les modifications corporelles avec bah, le corps, l'identité numérique, en fait, ou certaines modifications. Donc, la transidentité, lui, il connaît pas. Certaines chirurgies, il connaît pas. Et les normes modernes non plus, il les connaît pas. Et donc, c'est quand même un ouvrage qui est assez visionnaire. Donc, voilà. J'espère que oula, ça vous aura été utile. Et je suis fier d'avoir fait la première vidéo de YouTube sur Michel Petit. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et bonne révision.